Bien écoutez, bonjour à tous. Je renouvelle mon bonjour pour ceux que j'ai vus à la fresque là tout de suite, que nous avons vus avec Joseph à la fresque tout de suite, et puis pour les autres, eh bien, un bonjour. On est vraiment, mais vraiment très, très joyeux et très, très heureux de vous accueillir. On ne sait pas si nombreux, donc on est très contents. Et je vous remercie de l'intérêt porté à notre proposition, puisque cette conférence se situe dans le cadre du 240e anniversaire du départ des Acadiens de Nantes pour la Louisiane, puisque 2000 Acadiens ont vécu du XVIIIe siècle ici, donc je ne vais pas reprendre l'histoire que je viens de raconter à la fresque, mais nous allons la prolonger tout à l'heure avec Joseph sur la partie de Louisiane. Mais puisque j'ai le micro et que dans toutes les propositions d'activités, de manifestations de ces 2 jours, il n'y avait pas d'autres occasions pour le faire, je voudrais prendre un petit temps pour remercier quand même des gens. D'abord, les bénévoles de l'association. Parce que monter un événement comme ça, quand on est bénévole et associatif, c'est pas rien. Donc merci à tous et vous dire qu'on forme une bonne équipe. Hein, on se soutient et vraiment ça c'est super. Remercier aussi tous ceux du réseau acadien, les associations, les responsables d'associations qui sont venus du Poitou, de Blois, de Paris. J'en oublie sûrement, levez le doigt, de Royan, ah bah oui, si j'oublie Royan, ça va pas du tout, etc. Remercier aussi évidemment les associations de partenaires ou amis, j'ai envie de dire, de Nantes, hein, j'en vois ici aussi, et remercier tout le monde. Cette manifestation n'aurait pas pu non plus avoir lieu sans le soutien de la ville de Nantes, et je tiens à le remercier. Je dis que ça se situe dans le cadre des journées du patrimoine et du matrimoine, donc ça c'est intéressant, mais c'est aussi dans le cadre de la francophonie. Les actions de francophonie sont plutôt proposées au mois de mars, puisqu'il y a le 20 mars, mais là nous avons réuni les deux. Donc nous n'aurions pas pu monter cette action sans l'aide déjà financière et aussi logistique de la ville, sans l'aide du collectif du 10 qui est le lieu que nous occupons, et puis sans l'aide aussi d'une petite entreprise de construction de petites maisons que sont les petites pénates. On va chercher des sous, hein, vous voyez. Voilà, donc merci beaucoup. Je voulais aussi vous faire part, nous avons pris le soin de faire connaître notre souhait de faire cet anniversaire aussi outre-Atlantique. Donc on a envoyé des invitations à dans notre réseau, des responsables du Canada, des responsables de Louisiane, et nous avons eu des réponses. Et je tenais à vous en faire part. En fait, pour partager ça, excusez-moi, je tourne mes feuilles. Nous avons notamment une réponse de Madame Thériault, qui est députée au Nouveau-Brunswick. Nous avons aussi une réponse et un soutien et un remerciement, un intérêt du ministre de la Francophonie du Nouveau-Brunswick, qui est M. Gauvin, et qu'on a pu croiser en tant qu'association aussi au Festival interceltique de Lorient cet été, et du ministre aussi de la Francophonie de la Nouvelle-Écosse. Voilà. Et puis, peut-être une lettre, là, donc je voudrais vous faire part, qui est la Société nationale de l'Acadie. Qui est l'organisme qui soutient vraiment et qui représente les Acadiens dans leur ensemble et qui est basé sur Moncton au Nouveau-Brunswick. Donc, au nom de la Société nationale de l'Acadie, porte-parole officielle du peuple acadien, je tiens à vous adresser mes plus chaleureuses félicitations pour l'organisation de cet événement marquant le 240e anniversaire du départ des Acadiens vers la Louisiane, qui aura lieu le 21 et 21 septembre prochain. Cette commémoration souligne avec force et dignité la mémoire de nos ancêtres qui ont traversé tant d'épreuves, mais qui ont su, par leur courage et leur ténacité, bâtir un héritage vivant et inspirant. Je regrette sincèrement de ne pouvoir être présent parmi vous à cette occasion importante. Sachez toutefois que mes pensées vous accompagnent et que je partage de tout cœur l'émotion et la fierté qui animent vos célébrations. Il est essentiel que l'Acadie continue de rayonner en France, berceau historique de nombreux Acadiens et lieu important dans l'histoire de nos multiples migrations. Faire vivre l'Acadie sur le sol français, c'est maintenir un pont culturel et affectif qui unit notre peuple à travers le monde. Et c'est aussi assurer que notre langue, nos traditions et notre histoire
demeure bien vivante pour les générations à venir. Et c'est signé Martin Théberge, donc le président de la Société nationale de l'Acadie, qu'on remercie parce que c'est très encourageant. Donc c'est aussi pour vous dire que nous entretenons des liens aussi outre-Atlantique. Voilà. Et puis, on y est en fait, quoi, hein, parce que vous êtes tous venus pour écouter Joseph et non pas Dominique. Donc du coup, avant de lui passer le micro, je voulais quand même vous dire un petit peu qui il est. Certains le connaissent bien et d'autres moins, ou pas du tout. Et donc, vous lire un petit peu une rétrospective de qui il est. Voilà. Alors, depuis plus de 25 ans, sa profonde connaissance des cultures, des langues et du patrimoine distinct de la Louisiane permet à Joseph Dunn de travailler au plus haut niveau des institutions touristiques et culturelles de l'État de Louisiane. Avant de se lancer dans l'entrepreneuriat touristique et culturel en 2014, Joseph occupe le poste de directeur exécutif du Conseil pour le développement du français en Louisiane, qu'on dénomme le CODOFIL, que beaucoup connaissent, de 2011 à 2014. Il avait précédemment occupé des postes de cadre au Consulat général de France à la Nouvelle-Orléans, à l'Office du lieutenant-gouverneur de Louisiane, à l'Office du développement culturel de Louisiane, à la Louisiana Travel Promotion Association, excusez-moi mon accent, à la Laura Plantation et à l'Office du tourisme de Louisiane. Entre 1996 et 2005, il travaille comme directeur du marketing et des relations publiques à Laura Plantation. En 2004 et 2005, Joseph est invité en tant que consultant en interprétation à animer des ateliers de formation bilingues, français et anglais, auprès des guides et interprètes du système des parcs nationaux canadiens. Suite aux ouragans qui ont frappé la Louisiane en 2005, ses compétences bilingues l'amènent à travailler dans différentes agences de gouvernement louisianais où il participe à la reconstruction des industries touristiques et culturelles de l'État. Lors de son mandat à l'Office de développement culturel et ensuite auprès du lieutenant-gouverneur, excusez-moi, je vais bouger un peu, du lieutenant-gouverneur, Joseph joue un rôle important dans le développement d'un forum économique et culturel mondial. Le projet phare du lieutenant-gouverneur. Il est membre de la délégation louisianaise au sommet de la francophonie à Québec en 2008. Plus tard, comme directeur exécutif du CODOFIL, Joseph mène la renégociation des accords bilatéraux sur la culture et l'éducation entre la Louisiane et les gouvernements de France et la communauté française de Belgique. Pendant cette mission de resignature à Paris en 2012, il discute de la place de la Louisiane au sein de la francophonie avec Sa Majesté Abou Diouf, secrétaire général de l'OIF. En 2018, Joseph participe au comité de rédaction du dossier de candidature qui permet à la Louisiane de devenir membre observateur de l'Organisation internationale de la francophonie. En tant que directeur des relations publiques et du marketing de la Plantation Lorrain, il participe aux recherches et à la construction du récit interprétatif du site patrimonial. Joseph collabore régulièrement à une variété de projets misant sur la valorisation sociale, professionnelle et économique des Louisianais de langue française et créole. Il contribue régulièrement à des articles, à diverses publications et prête sa voix à des émissions télévisées et radiophoniques où il rappelle, défend et promeut la diversité historique et contemporaine des populations franco-créolophones de la Louisiane. Il est reconnu comme un leader d'opinion sur ces questions. Joseph Dunn est chevalier dans l'Ordre national du mérite en France et membre de l'Ordre des francophones d'Amérique à Québec. Il est aussi consul honoraire du Canada à la Nouvelle-Orléans depuis janvier 2024. C'est vous dire que c'est un personnage qu'on accueille. Je ne veux pas trop lui mettre la pression, mais bon. En tout cas, on est très très heureux de t'accueillir, Joseph. Vraiment, c'est un honneur pour nous et un grand plaisir. Voilà, et on va t'écouter. Merci. Merci beaucoup Dominique et merci à vous d'être si nombreux à venir à cette petite conférence aujourd'hui.
À chaque fois que j'entends cette longue biographie, je me dis c'est forcément quelqu'un d'autre qui a fait tout cela, mais quand tu as la passion de ce que tu fais et quand tu es tellement dedans, tu fais sans savoir exactement ce que ça va emmener, à quelle portée cela va être, et je suis toujours un peu bouleversé quand j'entends tout ça, parce que c'est vraiment un peu le parcours de quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, Dominique, de cet accueil. Nous nous sommes rencontrés, Dominique et moi, au Congrès mondial acadien en Nouvelle-Écosse en 2024, l'année dernière. Et quand elle m'a parlé de ce projet, j'étais tout de suite embarqué. Je lui ai dit, je viens, je me déplace, parce que j'avais récemment découvert que j'avais des racines acadiennes. Ça, je ne le savais pas. Je savais que j'avais des racines françaises en Louisiane, parce que j'ai de la famille qui est là depuis le tout début de la période coloniale, mais la partie acadienne, je ne savais pas. Et donc je cherchais une raison en fait pour revenir à Nantes, parce que je savais que mes ancêtres acadiens avaient été de ceux qui sont partis vers la Louisiane en 1785, après avoir passé 25 ans en France. Donc c'est quand même quelque chose assez intéressant aussi que de s'imaginer ces exilés, ces déportés, passer 25 ans dans un autre pays et ensuite de choisir encore une fois de partir vers d'autres horizons. Voilà, mon expertise n'est pas du tout vraiment la partie acadienne, donc c'est encore une fois quelque chose que je commence à découvrir. Donc en Louisiane, je me dis plutôt créole, parce que descendant des colons français. Je me dis pas vraiment cajun, parce que ce n'est pas une culture avec laquelle j'ai grandi. Donc j'essaie de me situer, j'essaie toujours de trouver ma place en fait avec ces origines. Pour moi, il y a des gens évidemment qui aux États-Unis ont beaucoup d'origines. On peut se dire irlandais, italien, afro-descendant, etc., etc. Mais cette partie française m'a toujours particulièrement touché. Le français, je l'ai eu grâce au Code de Fil en fait. C'était mon arrière-grand-mère qui était la dernière qui parlait français. J'avais évidemment des bribes, je l'avais entendu quand j'étais très jeune. Et c'est grâce au prof envoyé par le Code de Fil dans mon petit patelin de village au milieu de nulle part que, à l'âge de 9 ans, j'ai été exposé dans un cadre scolaire au français. Et pour moi, c'était comme un déclic génétique. C'était comme mettre une clé au contact et donc, tout de suite, c'était démarré. Donc j'ai fait toute ma carrière en fait avec cette langue, à la découverte des variétés de langue française, des variétés de langue créole en Louisiane. Et donc, tout cela m'a porté à être directeur du Code de Fil, où j'avais comme mission numéro 1, le redémarrage du français en Louisiane par le biais des écoles d'immersion. Et j'ai des amis dans la salle qui ont participé eux-mêmes, des amis nouveau-brunswickoises, des amis français et françaises qui ont participé à ce programme de renouveau du français en Louisiane, parce que nous avons le privilège d'avoir une relation privilégiée avec la France, parce que la France, par le biais des accords franco-louisianais, nous envoie des profs tous les ans pour animer des cours dans les écoles d'immersion. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais ce sont des écoles publiques dans la plupart des cas où la langue de scolarisation, c'est le français pour la majorité. C'est un peu comme les écoles d'Iwan que l'on peut avoir ici. Bon, il y a toujours le débat, est-ce que Nantes, c'est la Bretagne avec Dominique, j'étais mis au clair de cette question quand on était au Château des Ducs, elle a dit Bretagne, donc voilà. Je n'entre pas dans la question, ni dans la question de chocolatine ou de pain au chocolat. Je sais les sujets à éviter, je les connais. Mais voilà, donc je pense que je vais commencer un petit peu avec les diapos, et ce qui est très intéressant, et je l'ai dit aussi devant la fresque, quand les Acadiens sont arrivés en Louisiane, et il faut savoir que c'est une immigration qui va durer pendant 21 ans. Donc c'est pas juste un groupe qui va débarquer. Il n'y a aucun Acadien qui n'est déporté directement en Louisiane non plus. Donc les Acadiens qui arrivent en Louisiane le font par choix. Donc ils vont immigrer en Louisiane. Parce que la Louisiane était alors un territoire espagnol. Et l'objectif des Britanniques, c'était de disperser les Acadiens aux quatre vents et de les faire disparaître dans les colonies anglaises sur la côte est de ce qui est maintenant les États-Unis. Certains ont été envoyés aux Caraïbes, certains ont été envoyés en Angleterre, qui sont par la suite venus ici
à Nantes et en Bretagne, mais certains ont choisi d'aller en Louisiane. Donc c'est une immigration qui va durer pendant 21 ans. C'est important à comprendre. La Louisiane, ce n'est pas l'Acadie, ce n'est pas la France. C'est un territoire complètement différent. Donc c'est un climat semi-tropical. Donc il faut vous imaginer ces gens qui avaient vécu avec la neige et tout cela, donc ils reviennent en France, ils ne sont plus français parce que partis il y a plus de 150 ans et qui ensuite vont venir en Louisiane avec ce climat et dans un pays esclavagiste. Cela c'est très très important à souligner. Parce que la Louisiane, ce n'est pas un territoire vierge. Donc il y avait évidemment d'abord des autochtones qui étaient là depuis des millénaires. Quand les Acadiens arrivent en Louisiane, la majorité de la population est esclavisée. Donc il y a plus de Noirs dans la colonie que de Blancs. Les Acadiens débarquent dans ce contexte-là. Et pour ceux qui étaient ici à Nantes et en Bretagne, est-ce que, d'une certaine manière, ils avaient déjà été en quelque sorte sensibilisés à ce sujet, en raison de la traite triangulaire que Dominique a mentionnée? Est-ce qu'ils avaient déjà conscience de cela? Que vont-ils faire quand ils vont débarquer en Louisiane? Est-ce qu'ils vont s'y mettre? Est-ce qu'ils vont jouer sur cette question d'avoir été déportés, d'avoir été exilés? Et est-ce qu'ils vont avoir une relation particulière avec cette nouvelle culture qu'ils vont découvrir en Louisiane? On verra. Donc, comme je vous ai dit, je suis de la Louisiane. Je ne suis pas d'une région qui était historiquement francophone. Donc, je suis de la paroisse Sainte-Hélène, que vous voyez juste là. Toute la partie rouge, c'était la Floride occidentale. C'était un territoire espagnol-britannique. C'était un peu un terrain vague. Il n'y avait pas beaucoup de colons, mais après la vente de la Louisiane par Napoléon en 1803, il y a beaucoup de gens de la Virginie, des Carolines qui vont s'établir là parce qu'il y avait des concessions de terre et ces gens-là étaient évidemment à l'époque agriculteurs, donc c'était bien et facile de venir dans ce territoire. Mes premiers ancêtres français sont arrivés à Natchez, au Mississippi. Par la suite, ils étaient à la Nouvelle-Orléans, et donc après, au début du 19e siècle, ils ont commencé à migrer en amont du Mississippi, et finalement sont arrivés là où je suis né. Voilà. La paroisse Sainte-Hélène, c'est là d'où je viens, comme je vous disais. Et un autre aspect, parce que Dominique l'a mentionné, depuis plus de 30 ans, je suis impliqué dans le projet de la plantation Laura. Donc c'est ma 4e incarnation, comme on pourrait dire à Laura, parce que je suis arrivé, je suis parti, je suis arrivé, je suis parti. Et en 2014, je suis revenu pour reprendre le poste qui n'avait pas été comblé depuis mon départ en 2005, après l'ouragan Katrina. À Laura, cette propriété appartenait à des Acadiens. C'était 4 familles acadiennes, parmi le premier groupe, il faut aussi que je précise. Je ne sais pas si vous avez un peu, parfois, ces petits conflits territoriaux en France, entre différents groupes, mais quand on s'imagine aujourd'hui, quand on parle des Acadiens en Louisiane, c'est plutôt aux alentours de Lafayette. D'accord? C'est un peu concentré là-dessus. Les premiers Acadiens ne sont pas allés là-bas. Ils sont restés sur le fleuve, donc sur le Mississippi. Donc le premier établissement permanent d'Acadiens en Louisiane, c'est ce qui est maintenant la paroisse Saint-Jacques, à peu près en voiture 1 heure en amont de la Nouvelle-Orléans. Et les 4 familles acadiennes qui étaient établies ici, sur ce terrain, c'était Richard, Poirier, Landry et une autre. Como, je crois, non, je ne sais pas. Mais eux, cette propriété leur a été expropriée par le gouvernement américain. Parce qu'après 1803, toutes les concessions de terre sur le Mississippi, il fallait que les familles qui étaient là prouvent que ces propriétés leur appartenaient. Il y a eu une redistribution de terre. Et cette propriété a été expropriée et donnée à un marin français, officier dans la marine française, qui avait combattu dans la guerre d'indépendance américaine. D'accord? Donc c'est un Français, c'est un Normand qui s'appelle Guillaume Duparc, et donc la plantation est là. On a des documents historiques, on a des milliers de documents, et là on raconte l'histoire de la Louisiane créole. Qu'en est-il de ce mot créole? Vous avez le concept en France de la créolité comme du mélange de sang. En Louisiane, l'identité créole au XIXe siècle est une identité en opposition à l'identité américaine.
parce que nous avons été en Louisiane d'abord. On était là avant les Américains. Donc il faut s'imaginer, la Louisiane est d'abord colonisée par les Français, c'est ensuite colonisé par les Espagnols, Napoléon vend la Louisiane aux États-Unis, mais quand les Américains arrivent, ils vont encore coloniser la Louisiane. D'accord ? Et les gens qui sont là résistent à cette colonisation linguistique, culturelle, religieuse, parce que, évidemment, on est sur une question de catholique versus protestant. Donc, cette identité créole va se cristalliser, va se consolider autour de la langue française, autour de la langue créole. Parce que rappelez-vous que je vous ai dit qu'il y a beaucoup plus de noirs que de blancs dans la colonie. Les familles blanches, les enfants qui sont nés et qui grandissent dans cette maison, parlent créole avant de parler français. Et c'est logique. Pourquoi ? Parce que les enfants sont élevés par des femmes esclavisées. Donc la première langue que les enfants vont entendre, c'est le créole, ce n'est pas le français. Donc ils se mettent au français à l'âge de la scolarisation. Donc il y a ce bilinguisme qui existe à la Nouvelle-Orléans, dans les habitations, un peu partout. D'accord ? Donc on raconte cette histoire à Laura. Et cela m'amène évidemment à être beaucoup dans les archives, à essayer de contextualiser pour les visiteurs la complexité. Parce que l'une des choses que j'ai découvertes, dont je me suis rendu compte, c'est que votre perception de la Louisiane passe d'abord par un filtre américain et anglophone. On s'est traduit en français pour vous, et ensuite, les Québécois, les Acadiens, les Français, les Belges ont tendance à rétro-projeter certaines idées reçues sur une réalité louisianaise qui ne correspond pas forcément à ce que vous pensez. Parce que votre perception, par exemple, de l'esclavage, c'est un phénomène américain. Parce que vous voyez les films américains. L'esclavage en Louisiane, c'est un phénomène français, d'abord. Donc ça change toute la donne, ça change toute la perception. Parce que dans cette habitation, la majorité des esclaves, ils étaient par les créoles, ils n'étaient pas par les américains. Ok ? Ils parlaient créole, ils ne parlaient pas américain. Ce n'étaient pas des afro-américains, ce sont des afro-créoles. Parce qu'il y a aussi cette distinction à faire. Parce que c'est deux peuples différents, deux ethnies différentes. Voilà, donc on raconte toute cette histoire-là, et bon, comme ça, je m'intéresse à beaucoup de sujets, évidemment, je pourrais en parler pendant des heures, et on n'a pas beaucoup de temps. Donc, quand j'étais petit garçon, j'ai eu la chance d'avoir des grands-parents, des parents qui étaient très intéressés par l'histoire. Et je sais que l'on dérangeait mes grands-parents, parce qu'à chaque fois qu'on était avec eux, on leur demandait de nous raconter des histoires. Comment c'était dans le temps ? La vie était comment quand vous étiez jeune, etc. Et ma mère était férue de la généalogie. Je ne peux pas vous dire combien de cimetières perdus dans les bois qu'on a visités. Elle nous a trimballés un peu partout avec des machettes pour accéder aux cimetières perdus, pour essayer de documenter les traces de la famille. Et elle a commandé, c'était The Book of Gales. Je l'ai quelque part à la maison. Peut-être comme quelques-uns d'entre vous, je l'ai rangé quelque part pour que je puisse facilement le trouver. Je n'ai pas trouvé, parce que je voulais en prendre une photo. C'est une boîte brune dans laquelle il y a ce livre d'actothéographie, donc c'est une brique comme ça, et il y avait l'arrière-grand-mère de ma grand-mère. D'accord ? Donc vous voyez la dame sur la berceuse, c'est sa mère dont je parle, elle s'appelait Ida Monger. Quand je tombe sur le nom Monger, je dis « Ah, bah c'est français, ça. C'est pas acadien, c'est un nom français. » D'où venait cette femme ? Et dans la famille, on disait toujours qu'elle était française. On ne disait pas qu'elle était cajun, on ne disait pas qu'elle était créole, on disait qu'elle était française. Et pendant des années, j'essayais de trouver qui étaient ses parents, parce que c'est pas marqué dans le livre, et je trouvais pas. Apparemment, donc elle est arrivée comme ça, de la Lune, je ne sais plus. Finalement, pendant la pandémie, j'étais en train de creuser encore une fois sur Internet, et j'ai trouvé la trace d'une Elisa Monger. Et quand j'ai comparé le recensement, j'ai comparé les autres informations que d'autres personnes avaient mises sur Internet, c'était la même personne. Donc Ida, c'est son petit nom. Elisa, son nom de baptême. Dans la famille, on l'appelait Ida, et quand on faisait les recensements, c'était Ida qui était marqué sur les recensements. Donc, comme ça, les autres personnes qui avaient essayé de faire la généalogie n'ont pas fait ce lien entre Elisa et Ida. Ça m'a ouvert
des portes et des fenêtres partout, parce que je fais attention, Colette, où es-tu? J'essaie de faire attention, ok, parce que j'ai tendance à faire ça, désolé. Voilà, et donc ça m'a ouvert des portes et fenêtres partout pour aller à la recherche de qui étaient ses parents, et c'est par là où je suis arrivé à découvrir que sa mère à elle s'appelait Rosalie Longue-Épée Mongé. Et là, je suis dans les Acadiens. Les Longue-Épée, il n'y en a pas beaucoup qui restent en Acadie maintenant. Les Longue-Épée sont arrivés en France. Il y a seulement 2 frères Longue-Épée qui ont décidé d'aller en Louisiane. Il n'y a pas beaucoup de Longue-Épée en Louisiane. J'en connais aucun, en fait. Mais là, il y a toute une branche de la famille qui va rester ici. Longue-Épée, vous pourrez en trouver dans les annuaires téléphoniques et tout cela. Et c'est là où j'ai commencé à découvrir. Chez les Longue-Épée, je suis allé encore un peu plus loin, et c'est comme ça que je suis enfin arrivé à trouver les antécédents de Ida Mongé. Et ça, c'est une histoire assez intéressante, parce que, pas très loin d'ici, à Riantec, va naître en 1709 une jeune Perrine Le Nézet. 1709, c'est juste après la fondation de la colonie louisianaise en 1699. Perrine Le Nézet va être envoyée dans les colonies jeunes orphelines à l'âge de 12 ou 13 ans pour refaire des enfants. Parce que son père était matelot. Et bon, elle arrive dans le fort Rosalie à Natchez. Donc on a parlé des relations entre les Mi'kmaq et les Acadiens en Acadie, les relations entre les autochtones et les Français en Basse-Louisiane, mais c'est pas toujours très rose. D'accord, évidemment, les autochtones se sentaient envahis par les Français. Il y avait d'autres cultures, etc. Et au fort Rosalie, en 1729, les autochtones vont se soulever contre les Français. Il y a le massacre du fort Rosalie en 1729. Donc Gilles Havard a sorti un livre l'année dernière, Aurélie, l'année dernière sur les Natchez. Il y a aussi la Louisiane qui parle également de l'arrivée de ces jeunes Françaises en Louisiane qui étaient prisonnières, détenues, qui étaient labellisées prostituées, tandis que beaucoup ne l'étaient pas, c'était juste des pauvres jeunes femmes. Ça, c'est une fiction, la Louisiane, mais ça raconte très bien, ça donne un peu le contexte et une idée dans quelles difficultés ces jeunes femmes débarquaient dans cette colonie au milieu de nulle part. Il faut s'imaginer les conditions d'hygiène, elles devaient s'adapter aux ouragans, aux maringouins, tout ça, et la vie était très 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 difficile. Donc au fort Rosalie, en 1729, le mari de notre Perrine Le Nézet, un certain Simon Robinet, originaire de Langres, va être tué. Perrine et sa jeune fille Marie-Françoise, qui a entre 4 et 6 ans, ce qui veut dire que Perrine l'a eu vers l'âge de 13-14 ans, donc pour se tuer. Elles sont prises en otage par les Natchez. Elles vont être prises en otage pendant à peu près 6 mois. Les troupes françaises seront envoyées de la Nouvelle-Orléans pour anéantir les Natchez, ce qu'ils arrivent à faire. Donc il y a certains qui peuvent s'échapper en Oklahoma. Il y a une reconstitution maintenant de la tribu Natchez, mais pour la plupart, les Natchez disparaissent à ce moment-là. Et Perrine et la jeune Marie-Françoise sont emmenées à la Nouvelle-Orléans à partir de 1730. Là, nous sommes, encore une fois, bien avant l'arrivée des premiers Acadiens en 1764. 1719, c'est l'arrivée des premiers bateaux négriers dans la colonie. D'accord ? Donc vous voyez qu'il y a une convergence de beaucoup de choses. Et dans les années qui vont suivre, au cours du 18e siècle, au cours du 18e siècle, il y a des gens qui viennent de partout. C'est vraiment une mosaïque de population. C'est très diversifié. De populations européennes et de populations africaines. Parce que bon, toutes les personnes esclavisées ne viennent pas d'une même région.
Donc, c'est des gens qui sont de partout, qui ont différentes langues, qui ont différentes cultures, différentes pratiques religieuses, différentes professions, différentes croyances. Et donc, tout cela va clasher, mais vraiment clasher dans cette colonie louisianaise. Et mes ancêtres sont dedans. Et donc, j'essaie de m'imaginer cette jeune Perrine Lenezette, qui, à 12 ans, est embarquée dans le cale d'un bateau, envoyée au milieu de nulle part, dans un fort avec des hommes entourés d'Amérindiens. Mais comment cette jeune femme, qui était de Riantec, comment est-ce qu'elle vit cette situation? C'est aller sur la lune presque. Et ensuite de voir son mari tué devant ses yeux, ensuite d'être prise en otage par les autochtones, et qui ensuite arrive à la Nouvelle-Orléans, qui est, comme toutes les implantations françaises et espagnoles, c'est un petit village fortifié. Ce sont des huttes en bois, en fait. C'est des petites huttes en bois, et tu as une palissade qui entoure la ville pour protéger des Amérindiens. Et elle arrive dans ce contexte-là à la Nouvelle-Orléans. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Et là, c'est la Nouvelle-Orléans aux alentours de 1730. Vous voyez que c'est juste un carré, un rectangle. Il y a le fleuve. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, je disais à Dominique en se promenant, ça me rappelle beaucoup les quais. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à la Nouvelle-Orléans, mais vous avez la rue Decatur qui longe le fleuve, et il y a la courbe du fleuve, et c'est exactement pareil. Je vois exactement la même chose ici, je vois exactement la même chose à Bordeaux. Marie-Françoise, la petite fille, va grandir, et elle va épouser un Jean Monget, qui est le maître serrurier, c'est un mot difficile à dire, le maître serrurier de la ville. Et il lui a probablement travaillé sur la construction du couvent des Ursulines en 1752, 53, 54. D'accord? Donc il y a cette riche histoire qui est là avant l'arrivée des Acadiens. D'accord? Les Acadiens ne sont pas encore arrivés en Guyane. Voilà. Et ça, c'est probablement pas la maison dans laquelle ils habitaient rue Bourbon à la Nouvelle-Orléans. C'était à l'époque une rue résidentielle, c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Mais voilà qu'on a une bonne documentation de propriété à la Nouvelle-Orléans, parce qu'on a le même système d'actes notariés que vous avez en France, qui aide à retracer les propriétés et tout cela. Donc pour les longues épées, on va partir maintenant chez les Acadiens. Mais longue épée, mon premier longue épée, il est à Louisbourg dans les années 1660-1670. Et ensuite, ils vont descendre et s'établir à Cobequid. Et en 1755, vont fuir les déportations et s'installer un petit moment à Tatamégouche. Ils vont traverser la baie pour s'établir à l'île Saint-Jean, maintenant l'île du Prince-Édouard. Et en novembre 1758, ils sont embarqués sur The Supply, un bateau britannique, et ils vont arriver éventuellement à Saint-Malo en mars 1759. Là, c'est 4 mois sur un bateau, un voilier, pour traverser. Et d'après les informations de Dominique, il est fort possible qu'ils soient passés d'abord par l'Angleterre. Ils sont restés prisonniers dans le bateau avant de pouvoir débarquer éventuellement à Saint-Malo. Et là, ils arrivent en France. Ils sont en Acadie depuis 150 ans. Ils ne sont plus français à ce moment-là. Ils sont acadiens. Ils ont vécu dans les forêts. Ils sont agriculteurs. Ils ont leur terre. Tout cela a été brûlé. Donc ils sont chassés par les Anglais. Et il y a certains historiens qui qualifient le grand dérangement comme un nettoyage ethnique, en fait. On peut le comparer à ce genre de situation. Et j'aime beaucoup essayer de m'imaginer les contextes dans lesquels ces gens arrivent. Ils ne sont plus français, donc ils ne parlent pas la même langue maintenant. Le français, en 150 ans, a beaucoup évolué. Ils arrivent en France, ils sont dans des villes qui sont très denses de population, ils n'ont pas leur terre, donc ils ont du mal à se réintégrer. Parce que les Français ne veulent pas d'eux, c'est des réfugiés. Ok ? Chacune de ces histoires et chacun de ces contextes
vous pouvez les trouver sur la une de tous les journaux aujourd'hui maintenant. C'est exactement les mêmes conflits géopolitiques, les mêmes conflits entre peuples, les mêmes questions de est-ce qu'on accepte, on n'accepte pas les immigrants. Et on a tendance à souvent penser ce que l'on vit, c'est la première fois. Non, l'histoire, c'est un cycle. Et on peut aller dans cette histoire-là et trouver exactement ce qui se passe dans le monde maintenant. Parce qu'il y a des questions économiques, il y a des questions d'intégration, de désintégration, de tout cela, d'assimilation, de non-assimilation. Parce que ces Acadiens, bien que, entre guillemets, français, devaient essayer de s'assimiler à la France. D'accord ? C'est un peu comme quand les Pieds Noirs sont revenus d'Algérie, après des générations en Algérie, qui étaient françaises. Ben, ces gens-là, ils étaient français, mais pas vraiment. Cette immigration et cette réintégration, ce sont des expériences très difficiles pour les gens. Parce que, de un, il y a des gens qui sont arrachés à leur terre, à leur quotidien, à leurs habitudes, et aussi de l'autre côté, le rejet. Parce qu'eux n'ont pas forcément choisi de quitter l'Acadie. Les gens n'ont pas forcément choisi de quitter l'Algérie. Donc il y a des similitudes à voir dans ces histoires. Bon, pour mes ancêtres acadiens, donc ils vont arriver, ils vont passer la plupart de leur temps à Saint-Servant, où va naître un jeune Janvier-Pierre Longuepée en 1765. Donc c'est un Acadien qui est né en France. Il grandit en France. D'accord ? Donc il passe toute sa vie jusqu'à l'âge de 20 ans en France. C'est un jeune Français. D'accord ? Mais qui va choisir de partir avec ses parents en Louisiane. Donc c'est mon 7e arrière-grand-père, si je compte bien. Et là aussi, il y a un choix à faire. Il y a ses oncles et ses cousins qui restent en France. Mais lui va partir en Louisiane. Donc il y a encore un déchirement familial. Ce jeune Janvier-Pierre, il se sent plus acadien. Est-ce qu'il se sent plus acadien que ses oncles et ses cousins ? Eux se sentent-ils plus français qu'acadiens maintenant, après avoir passé 25 ans en France ? Donc on a toutes ces questions qui sont très intéressantes à creuser. Donc voilà, on a toute la généalogie qui a été faite pas par d'autres personnes qui m'aident évidemment à tracer toute cette histoire, mais l'arrivée en Louisiane. Bon, encore une fois, on va associer les Acadiens aujourd'hui aux alentours de Lafayette. Il y a plusieurs installations d'Acadiens. Ce dernier groupe, encore une fois, c'est en 1785, c'est la plus importante immigration d'Acadiens en Louisiane. D'accord ? 1600 personnes à peu près sur ce bateau. Et là, ils vont être envoyés juste à la frontière de la Floride occidentale. D'accord ? Ils sont juste en face de la paroisse de la Pointe-Coupée maintenant, parce que le Mississippi, c'était la frontière nationale, c'était la frontière internationale entre la France d'un côté et l'Angleterre, l'Espagne de l'autre. Et ils sont établis à l'extérieur de ce qui est maintenant Saint-Francisville, la paroisse de West Feliciana, sur ce qu'on appelle Thompson's Creek, ce qui à l'époque c'était le bayou des Écores. Hein, comme vous voyez sur la prochaine photo, c'est une crique, un ruisseau, une petite rivière avec des rives très, très sablonneux, avec des pins partout, donc c'est un très joli territoire. Dans les hauteurs, dans les collines, en amont de ce qui est maintenant Bâton Rouge. Ils sont là pendant 9 ans. Un ouragan va frapper, va complètement détruire le village, et là, ils décident de ne pas essayer de reconstruire, et ils vont redescendre le Mississippi pour rejoindre les autres Acadiens aux alentours de Bâton Rouge et de la paroisse de West Baton Rouge de l'autre côté du Mississippi. D'accord ? Et là, personne ne parle de cet établissement. Ça n'a duré que 9 ans. Et c'est une histoire des Acadiens en Louisiane qui est complètement inconnue.
Personne ne connaît cette partie de l'histoire. Moi, je ne le connaissais pas. Je ne savais pas qu'il y avait eu des Acadiens dans cette partie de la Louisiane. Je pensais qu'ils étaient tous sur le fleuve, ou sur les bayous, sur les prairies, à l'ouest de la Nouvelle-Orléans. Mais là, il y en avait qui étaient là. Aujourd'hui, personne, pour le moment, n'a fait de recherche sur ce petit village qui n'a duré que 9 ans. J'ai demandé, avant de faire cette présentation, à toutes les autorités sur les Cajuns en Louisiane, est-ce que tu as des informations qui existent-ils? J'ai demandé à Shane Bernard, par exemple. Il m'a dit, tout ce que j'ai, c'est ce que les autres, que Carl Brasso a écrit, qu'ils étaient là, il y a eu un ouragan, ils sont partis. Voilà. Mais ce serait très intéressant d'en savoir plus. Donc je vais essayer de faire cela quand j'aurai un petit moment. Autrement, voilà. Comme je vous ai déjà dit, quand les Acadiens vont arriver en Basse-Louisiane en 1785, c'est le tabac, l'indigo et la canne à sucre commencent tout juste à prendre racine comme moteur économique. Comme je travaille dans le tourisme, je rencontre beaucoup de Français qui vont immédiatement penser que toutes les plantations c'était du coton. Pas du tout. En Louisiane, c'est la canne à sucre. Il y a eu des plantations, il y a des plantations de coton, mais c'est pas du tout dans le sud. C'est la canne à sucre qui vraiment fait la richesse de la Louisiane au 19e siècle. Et ces Acadiens arrivent dans ce contexte. Donc pour vous situer, vous avez l'Acadie là-haut en haut, vous avez la Nouvelle-France qui est maintenant le Québec, et vous avez la Louisiane. Il y a la Haute-Louisiane, ce qui est Saint-Louis, Détroit, toutes ces régions. Il y a la Basse-Louisiane, ce qui est maintenant l'État de Louisiane dans le sud. Et ces Acadiens arrivent dans ce contexte. La population, il y a 32 000 personnes à peu près. Il y a, comme vous le voyez, plus d'afro-descendants que de blancs. Donc les Acadiens arrivent dans une colonie à majorité africaine. D'accord? Et voilà. Janvier-Pierre Longuepée, mon fameux ancêtre, va commencer à acquérir des esclaves. Ok? Bon, vous avez le fils de personnes déportées qui naît en France, qui est enfant d'exilés, qui tout de suite se mettent à l'esclavage en Louisiane. C'est paradoxal, en quelque sorte. Mais à l'époque, non. Parce que l'esclavage, c'est l'ascension sociale. Okay? C'est la réussite à l'époque. Donc, quoi de mieux que d'arriver sans le sou et de commencer à acheter des esclaves? Comme ça, on peut montrer sa réussite. C'est la réussite sociale. Et ce qui est très intéressant, et vous voyez cela avec les échanges entre l'Acadie au Canada, avec les gens ici, avec les gens en Louisiane, on a tendance à se reconnaître assez facilement. Et la Louisiane, à l'époque, c'est pas beaucoup de gens, en fait. Et j'ai des amis aujourd'hui qui étaient dans les mêmes bateaux, dont les ancêtres étaient dans les mêmes bateaux de déportation, qui ont été dans les mêmes bateaux qui ont traversé de Nantes en Louisiane. Je suis ami avec les descendants de ces gens qui étaient dans les mêmes bateaux que mes ancêtres. Je suis aussi ami avec des gens blancs et de couleur en Louisiane, dont les ancêtres s'achetaient des esclaves les uns des autres. D'accord? Donc la Louisiane, c'est très complexe sur ce plan-là. Voilà. Et ça, c'est la question que j'ai posée tout à l'heure. La proximité de Janvier-Pierre ici à l'esclavage, est-ce que cela l'a désensibilisé à l'esclavage? Ou est-ce que... Bon, comment est-ce qu'il en est arrivé là? Ça, c'est toujours une question que je vais me poser. Donc là, vous avez différentes populations. Je sais que le temps tire à sa fin. Je suis minuté. Quelle heure il est? Ok. Voilà. Je voulais aussi vous montrer ceci, parce que là, c'est une petite illustration, c'est en anglais, mais vous pouvez facilement décoder et comprendre ce que je veux dire. C'est une mosaïque de population. Il y a des Amérindiens, il y a des Africains, il y a des gens qui viennent de partout,
Mais en 1803, c'est un point vraiment important, parce que après, il y a les Américains et les Créoles. Et donc, pendant la guerre de sécession, la Louisiane est occupée militairement pendant 17 ans par les Américains. Donc, l'armée américaine, l'armée nordiste. Et ce sont les nordistes qui seront les premiers à interdire le français dans les écoles. Donc, ce sont les nordistes qui le font. Et après, il y a un petit retour au français dans les écoles, mais à partir de 1921, il y a une nouvelle constitution de l'État qui va interdire le français comme langue de scolarisation. D'accord ? Et ensuite, avec les lois Jim Crow, avec la ségrégation, c'est là où on a aujourd'hui toutes ces différentes idées. Les Cajuns sont blancs, les Créoles sont noirs, donc ça existe chez nous aussi, mais à l'époque, ce n'était pas forcément le cas, parce qu'on a des registres paroissiaux, on a des registres d'esclaves, on a toutes sortes de choses où on voit qu'il y a des blancs et des noirs qui sont étiquetés créoles. Et les premiers Acadiens, nés en Louisiane, sont créoles, dans les registres paroissiaux et dans les recensements de milices. Parce qu'on a des Acadiens, on est en Acadie, on a des Européens donc nés en France, on a des Créoles qui sont nés en Louisiane. C'est tout simplement d'être né en Louisiane qu'on est créole. N'importe si on est blanc, noir, libre ou esclave, et en Louisiane, on est créole à l'époque. Donc voilà. J'ai eu une question sur les réseaux sociaux. C'est pas moi qui ai écrit la question, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens en Louisiane qui essaient de revenir en français, donc le français n'est pas toujours parfait. Mais pourquoi est-ce que tu parles toujours de l'esclavage ? Et ma question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas davantage ? Parce que c'était la majorité de la population. L'histoire des Acadiens domine. Les Acadiens étaient 3000 personnes. À la fin du 19e siècle, le nombre d'Africains en Louisiane était 10 fois supérieur. Pourquoi est-ce qu'on connaît l'histoire de 3000 personnes et pas l'histoire de 10 000 personnes? Nous sommes dans le sud des États-Unis. On ne raconte pas l'histoire des minorités. On raconte l'histoire des Blancs. C'est une réalité. C'est une réalité. Bon. Ça, la question que je me pose, l'histoire des 3000 Acadiens est dominante. Pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas les autres histoires? Par exemple, il y a dans le curriculum louisianais, 3e grade de l'école élémentaire, donc les enfants qui ont 9-10 ans, les histoires de compère Lapin et de compère Bouki, d'accord, qui sont dans le curriculum louisianais étiquetés contes cajuns. Ce sont des contes africains qui ont été emmenés d'abord par les esclaves en 1719. Vous pouvez trouver les contes de compère Lapin au Sénégal. Vous ne trouvez pas les contes de compère Lapin en Acadie. D'accord? Donc, cette question de pourquoi est-ce qu'on connaît une histoire et non pas l'autre, comment et pourquoi les récits sont construits de telle ou telle manière, parce que le récit est toujours écrit par les vainqueurs, par les dominants. Il y a également, juste pour situer, je pense, de mon expérience, vous avez pris en France une idée de ce que c'est que d'être woke, et vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Ok? Vous ne comprenez pas. Donc, être woke, ça veut dire tout simplement être éveillé aux injustices des récits. Quand on parle aux États-Unis de racisme systémique, vous avez juste devant vous une plaque historique qui date de 1962. Que se passe-t-il aux États-Unis dans les années 1960? C'est le mouvement pour les droits civiques. D'accord? Les Noirs n'ont pas encore le droit de vote. Vraiment. Okay? Ils n'ont pas encore le droit de boire de la même point d'eau que les Blancs. Ils n'ont pas encore le droit d'aller dans les mêmes toilettes, les mêmes restaurants. Cette plaque est à la Vacherie, ce qui est la paroisse Saint-Jacques. Sur la plaque, vous pouvez lire sur la présence dans la zone des Autochtones, des Français, des Canadiens français, des Acadiens, des Allemands,
Qui manque? Les Africains. Les Africains constituaient 73% de la population de la paroisse Saint-Jacques. Donc une super majorité de la population qui n'est même pas représentée sur la plaque historique. Donc c'est ça, quand on dit woke aux États-Unis, quand on parle de racisme systémique, on parle de ça. C'est l'invisibilisation et c'est l'effacement d'une grande partie de l'histoire qui peut, ou pas, rendre les Blancs un peu inconfortables. Parce que si on parle de cette présence, il faut parler de l'esclavage, il faut parler des injustices, il faut parler de la ségrégation. Voyez-vous? Voilà. On en vient aussi à la question de la langue française. Et la question de la langue française fait aussi partie de cette question de diversité. En 1916, il deviendrait obligatoire que tous les enfants âgés de 7 à 14 ans aillent à l'école. Est-ce que les écoles sont les mêmes pour tous les enfants? Non. Il y a des écoles pour les Blancs, des écoles pour les Noirs, et encore plus tard, des écoles pour les Amérindiens. Chez ces enfants, il y en a beaucoup qui parlent français et qui parlent créole comme langue maternelle. Donc tous les enfants qui parlent la même langue ne sont pas envoyés dans les mêmes écoles. Donc d'abord, ils sont ségrégés par couleur, de leur père qui parle les mêmes langues. Et sachez que même en 1916, il existait encore quelques écoles de langue française où l'instruction était faite en français. Mais 5 ans plus tard, en 1921, la nouvelle constitution tombe. Donc il y a des gens qui vont dire qu'il est devenu illégal, qu'une loi a été passée en Louisiane et parler français est devenu illégal. Ce n'est pas vrai. C'est une subtilité, mais tout est dans les nuances. À ce moment-là, le français n'est plus langue de scolarisation. C'est l'anglais qui le sera. Mais le français est relabellisé langue étrangère. Imaginez-vous que vous avez des enfants qui parlent français à leur maison, qui vont à l'école, qui vont être punis parce qu'ils ne parlent pas anglais, et dont les professeurs vont leur dire que leur langue est une langue étrangère. Et on a aussi ça en Louisiane aujourd'hui. Vous avez des grands-parents qui parlent français, qui vont demander ou qui vont dire que leurs petits-enfants, leur langue étrangère à l'école, c'est le français. Donc il y a un décalage de relation avec la langue, d'accord? Et ce n'est pas, encore une fois, tous les enfants qui parlent français. Il y en a aussi qui parlent créole. Il y a des enfants blancs qui parlent créole à l'époque. Et le créole est encore plus stigmatisé. Pourquoi? Parce que c'est lié à l'esclavage. D'accord? Donc il y a tout ça qui rend cette histoire très complexe. Donc voilà. Aujourd'hui, qui parle français et qui parle créole en Louisiane? Nous avons des estimations qui mettent le nombre de locuteurs de français à 100 000. Les estimations en 1970 nous mettaient à peu près 1 million. Vous voyez qu'en 50 ans, il y a maintenant 90% de moins de gens en Louisiane qui parlent français. Et pourquoi? Bon, vous avez vécu la même chose ici. Combien d'entre vous dans la salle parlent breton? Combien de vous parlez galou? D'accord? C'est exactement la même chose. La France a fait exactement la même chose que les Américains ont fait aux locuteurs de français et de créole en Louisiane. Et ça s'est opéré un peu partout sur la planète, en fait, parce que les gouvernements voulaient centraliser la langue, faire des citoyens de la nation, et c'est par la langue que cette opération se fait. Qui en sont les locuteurs? Des autochtones, des afrodescendants, des blancs. C'est de tout. Il y a une quarantaine d'écoles d'immersion en Louisiane aujourd'hui. Le nombre de programmes de FLE diminue d'année en année. Il y a même des paroisses en Louisiane où il n'y a pas de cours de français au lycée.
Parce que l'espagnol prend de l'essor. Et pourquoi? C'est parce que l'espagnol est une langue de consommation. L'espagnol est utile. Tu peux gagner de l'argent en espagnol. Parce qu'il y a une population consommatrice en espagnol. Il y a des services, il y a des produits qui sont vendus en espagnol parce qu'il y a de l'argent derrière. Et nous n'avons pas réussi en Louisiane à faire du français une langue économique, parce que sans qu'il n'y ait de raison économique et professionnelle de parler français, juste dire « Ah ben on parle français parce que nos grands-parents parlaient français », ben les jeunes, c'est pas leur truc, hein. D'accord? Donc ça reste une question non seulement chez nous, mais aussi dans le Maine, où il y a des francophones aussi, dans le New Hampshire et dans d'autres régions en Louisiane où il y a des francophones. Voilà. Ça, c'est juste une petite illustration de qui sont les personnes qui parlent français. Voilà. Il y a beaucoup de mythes et de fausses idées quand il y a assimilation, forcée, imposée. Il y a toute une mythologie qui vient avec. Donc tu as un prof anglophone qui va dire à l'enfant francophone « That's not real French ». C'est pas du vrai français. Ou que c'est du français cassé. Et je rencontre beaucoup de gens aujourd'hui de mon âge, plus jeunes, qui disent « Yeah, my grandparents speak broken French ». Oui, mes grands-parents parlent le français cassé. Pourquoi tu dirais ça? Pourquoi eux diraient ça? Parce qu'ils n'ont pas été éduqués en français. Et de priver une population d'une éducation dans leur langue, c'est aussi créer des décalages relationnels vis-à-vis de la langue, et c'est aussi faire en sorte de faire penser à ces personnes-là que leur langue n'en est pas une vraie. Et il y a beaucoup d'obstacles comme ça dans la question du français en Louisiane. Le français est uniquement parlé par les Cajuns. Bon, ça, c'est pas vrai. Il y avait des Africains, des autochtones qui parlaient français en Louisiane bien avant l'arrivée des Acadiens. Le français est différent du français international. Cette différence est une question de perception. Entre Lille et Marseille, c'est pas le même français. D'accord? Entre Rouen et Strasbourg, c'est pas le même français. D'accord? Bon, en Louisiane, de village en village, c'est pas le même français. Ce qu'on ne dit jamais, de Shreveport à la Nouvelle-Orléans, que ce n'est pas le même anglais. Donc on met des barèmes sur le français qu'on ne met pas sur l'anglais. On s'adapte tout simplement. Et vous, quand vous voyagez en Acadie, au Québec, d'accord? Pour vous, ils parlent un français différent du vôtre. Mais c'est pareil pour eux quand ils viennent ici. D'accord? Moi, je me fais dire tous les jours, bah, vous parlez très bien français. Moi, je réplique, mais vous aussi. Et tu as les Français qui sont un peu offusqués par cela. Parce qu'il y a une perception chez les Français que c'est seulement les Français de France qui puissent bien parler français. N'est-ce pas, Cynthia? Exactement, elle est du Nouveau-Brunswick. Oui, exactement. Et ce qu'il faut aussi considérer, c'est que si les Acadiens et les Québécois peuvent facilement vous comprendre, c'est grâce à l'exportation de la culture française. La raison pour laquelle vous avez de la difficulté, c'est que parce que vous n'êtes pas assez exposé à la francophonie internationale. Voyez-vous? Et cela s'opère de la même manière en Louisiane. D'accord? Vous pouvez mettre une personne âgée de langue maternelle française devant un truc à la télévision de l'Angleterre ou d'Australie, et la personne louisianaise va facilement comprendre parce qu'on est toujours exposé à d'autres variétés d'anglais. Vous mettez cette même personne devant une émission de France ou même de l'Acadie, incapable de comprendre. Parce que pas toujours exposé à d'autres manières de parler français. Et donc, ce cloisonnement, cette siloisation fait en sorte que les gens vont penser que c'est un français complètement différent, tandis que ce n'est pas vraiment. Les bases du français louisianais, à 95%, c'est le français que l'on peut trouver nulle part ailleurs. On dit pièce
au Québec, on dit pièce au Vietnam, on dit Giromon en Martinique, on dit Chadec, on dit ça aussi en Martinique. Donc, encore une fois, la Louisiane, c'est un carrefour de tout. C'est un laboratoire de la langue française, en fait. Pour le créole, c'est à peu près la même chose. Et on a aussi beaucoup de Louisianais qui vont dire c'était juste une langue orale, que le français louisianais, on ne peut pas l'écrire. Bah si. Le problème, c'est que vous n'avez pas eu accès à l'éducation en français. Et j'ai souvent été assis devant des personnes qui m'ont dit ça, et je dis « parlez ». Et j'ai tapé exactement ce que la personne disait. J'ai retourné l'écran. Ça, je viens d'écrire tout ce que vous venez de dire. Et ça aussi, c'est une question de décalage, parce que quand on prive une population d'une langue écrite, on tue la langue, on tue la culture. Et juste le fait que vos parents ou vos grands-parents étaient illettrés en français en Louisiane ne veut pas dire que tes arrière-grands-parents ou les autres ancêtres l'étaient aussi. Parce que quand l'anglais était imposé, la scolarisation en français a cessé. Donc on a maintenant un siècle, 4 générations de gens qui ne savent pas lire ou écrire, mais ça ne veut pas dire que leurs ancêtres étaient analphabétisés. Analphabètes. Pour le créole, c'est pareil. Et vous avez juste à côté, et j'adore cette illustration, la sentinelle de Thibodaux. Thibodaux, c'est la paroisse La Fourche. Aujourd'hui, avec la population la plus concentrée de descendants d'Acadiens. C'est la paroisse La Fourche, c'est pas la fête. Voilà. Et c'est écrit en français normatif. Donc, si les Acadiens ne parlaient pas français ou ne lisaient pas le français, pourquoi est-ce qu'il y a un journal? Qui lisait le journal, qui écrivait les articles, qui achetait les publicités. D'accord? Donc, forcément, le fait qu'il y ait un journal en langue française, bon, ça signifie qu'il y avait des gens qui savaient lire et écrire. Autrement, vous avez une recette pour un gombo écrite en créole. Ok. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Que les Cajuns lisaient et le français et le créole. Et que ces langues étaient toutes les deux écrites. On a des tas de journaux en langue française en Louisiane jusqu'au début du XXe siècle. On a des petites pépites comme ça dans presque tous les journaux. Tu as des gens qui vont écrire dans les deux langues, qui vont écrire des trucs un peu farces et farfelus en créole. Et le fait que ce recette soit écrite en créole, c'est parce que la personne qui l'a écrite voulait que le lecteur sache que la recette venait d'une vieille dame noire. Ok? Et c'est très marrant parce que toutes les 3 phrases, elle va dire « moi t'ai oublié ça, j'ai oublié ceci, j'ai oublié cela ». Voilà. Ok. Aujourd'hui, nous avons tous, quand on parle de l'Acadie et quand on parle de la Louisiane, tendance à projeter sur le passé. Il y a une Louisiane franco-créolophone moderne. Il y a des jeunes qui produisent de la littérature, qui écrivent en français et en créole, qui font de la musique. Je vais juste dire un petit truc sur l'Acadie, parce que l'Acadie, si vous ne connaissez pas l'Acadie au Canada, les artistes sont incroyables. Bon, ils poussent tout le temps. Il y a d'excellents groupes de musique, il y a des écrivains, des écrivaines, il y a toute une production littéraire, une production artistique qui est très très vivante. Et en Louisiane, on a à peu près la même chose. On reste un peu sur la musique traditionnelle, mais vous avez là sur l'écran beaucoup de choses qui sont assez contemporaines et modernes, qui sont faites par des jeunes. Donc les gens qui sont impliqués dans ces groupes, ces associations, sont pour la plupart des gens qui ont moins de 40 ans. La différence entre la France et le Canada, c'est que nous n'avons pas les supports gouvernementaux que vous avez. On n'a pas de subvention. Encore moins maintenant. On n'a pas de subvention, ça n'existe pas. Donc les gens qui vont produire de la musique, qui vont écrire, n'ont pas d'aide pour le faire, parce qu'il n'y a pas de soutien.
Ça n'existe pas aux États-Unis de la même manière que ça existe en France, en Europe ou au Canada, où il y a des associations pour soutenir le français, il y a des associations de jeunes, d'artistes, etc. Nous n'avons pas ça. Et il a toujours été très difficile de créer un mouvement politique et économique pour le français en Guyane. Parce que, je vais vous dire ça, au début du Codephil, dans les années 1970, le Codephil, c'est le Conseil pour le développement du français en Guyane. C'est l'agence francophone de l'État de Louisiane. C'est la seule agence de son type aux États-Unis. Au début de cette agence de l'État, il y avait quand même une crainte dans le Parlement louisianais, donc la législature, et aussi au Congrès des États-Unis, que ce mouvement francophone en Louisiane allait mener à faire la Louisiane de nouveau Québec. D'accord ? Et c'était stoppé à ce moment-là, c'était vraiment freiné, parce qu'il a fallu que le fondateur du Codephil dise non, c'est juste pour la langue, la culture et l'éducation. Il n'y a pas de mouvement politique ou économique derrière. Mais imaginez-vous, si au début des années 70, avec à peu près 1 million de locuteurs estimés, si les Blancs, les Noirs et les Autochtones, qui parlaient tous une variété de français, avaient pu surmonter à la ségrégation institutionnelle dans laquelle ils étaient tous programmés pour créer un mouvement, ça aurait représenté un tiers, un quart de la population et un poids politique et économique assez considérable. Mais pour le français, même les universités sont pour la plupart complètement divorcées de cette question. Parce qu'on ne peut pas étudier le tourisme en français, on ne peut pas étudier la médecine en français, on ne peut pas étudier la comptabilité en français, on peut décompter Flaubert, mais pour tout ce qui est des sujets, des matières pour maintenir la langue et pour projeter la langue dans un monde contemporain, avec la production, la créativité et tout ça, il n'y a rien. Donc j'entends très souvent des Canadiens, des Québécois, des Acadiens, des Français nous dire mais pourquoi est-ce qu'il y a plus ? C'est parce qu'il n'y a pas de mouvement politique derrière, parce que ce mouvement politique n'a jamais été permis et personne n'a jamais osé essayer. Parce que cela remet en question. Parce que la langue, c'est un outil politique. Si l'on apprenait aux jeunes Louisianais que les États-Unis ont acheté la Louisiane à la France, nous avons acheté la Louisiane à la France, si on apprenait aux jeunes Louisianais, la France nous a vendu aux États-Unis. Là, c'est une déconstruction de l'identité américaine. Okay, donc il faut faire très très attention. Et là où ils ont été très très forts en Acadie, aussi au Québec et dans les autres minorités francophones au Canada, c'est dans le système scolaire, on a tout un système de construction identitaire qui est lié à la langue. Nous n'avons pas ça en Guyane. Donc on apprend notre propre histoire de par le biais d'un regard américain. Nous avons acheté la Louisiane à la France. Notre premier président, c'était George Washington. Bon, en Louisiane, c'était Thomas Jefferson. C'est pas la même personne. C'est parce que c'est plus tard. Donc, parce qu'il y a toutes ces subtilités, ces nuances qui comptent pour beaucoup. Et donc là, la langue devient vraiment un outil politique que personne n'a jamais vraiment osé essayer de créer un mouvement pour que cela puisse se développer et puisse devenir la langue qu'il faut. On est membre observateur de l'OIF. Nous avons dans la législature louisianaise un seul élu qui parle français. Un seul. Donc cette adhésion à l'OIF, ça nous sert à quoi si on n'a pas la politique derrière, si on n'a pas la compréhension derrière de ce que c'est que l'OIF. Bon, c'est accès immédiat à 90 pays.
aux chefs d'État de 90 pays, au marché de 90 pays, mais tandis qu'on n'a personne dans les postes de responsabilité élus ou dans les différents secteurs ou ministères du gouvernement qui ne savent même pas ce que c'est que l'OIF et de ce que cela pourrait représenter. Je dis que bon, la Louisiane, c'est beaucoup de potentiel non réalisé. Donc sur ce, donc merci beaucoup de votre présence. J'espère que cela, c'est allé un peu dans tous les sens suite à la généalogie, mais donc je pensais qu'il fallait vous faire un peu le résumé et dessiner le tableau de ce que c'est que la Louisiane à l'époque, la Louisiane aujourd'hui, et où on se situe vis-à-vis de la francophonie internationale et de la France. Donc je suis ravi d'être là, c'est ma première fois à Nantes, et je vais prendre une voiture demain pour aller filer un petit peu pour découvrir les autres lieux que je vous ai montrés dans la présentation, et j'ai hâte de voir plus de votre très beau pays. Donc merci beaucoup de votre... Donc si vous avez juste là, si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'écrire un courriel. J'ai aussi mon blog où j'écris un peu sur tous ces différents sujets, donc n'hésitez pas à y aller. Autrement, si vous avez des questions, je suis là. Oui, monsieur. François René de Châteaubriand s'est exilé en 1795 en Amérique. Okay. Il est allé en Louisiane, province française, francophone. Il est revenu après. Je veux dire, il a écrit un roman extraordinaire qui s'appelle Les Natchez. Bon. Est-ce que ça, c'est une bonne description de la Louisiane de l'époque? J'ai lu que des extraits de cela. C'est toujours un regard. Bon, il faut aussi se situer dans le contexte de l'époque. Aurélie, tu saurais peut-être mieux en parler, parce que Aurélie est experte un peu dans cette période de la Louisiane. Je suis toujours un peu méfiant, en fait, de ce genre de... Un touriste. Oui, un touriste, oui, mais c'est toujours un peu romanticisé, en fait. C'est ça le défi quand on lit ce genre de récit. À vrai dire, j'en connais pas assez pour avoir une bonne réponse. Oui, c'est une vision très romantique, effectivement. C'est très romantique, Ellie. Ouais. Oui. Si. Les Cajuns sont, pour beaucoup, les descendants des Acadiens qui sont arrivés en Louisiane, mais aujourd'hui, si quelqu'un se dit Cajun, ça ne veut pas forcément que cette personne ait des origines acadiennes, en raison justement de toute la diversité que je viens de vous décrire. Il y a aussi beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent Cajuns, dont les grands-parents se disaient créoles. Et puisqu'il y a eu, pour toutes les raisons possibles, la racialisation du mot créole, il y a beaucoup de blancs aujourd'hui qui rejettent cette identité, cette étiquette, parce qu'ils ne veulent pas que les gens croient qu'ils ont des ancêtres africains. Le créole, la langue, ou le créole, l'identité? En Louisiane, au 19e siècle, un créole, c'est tout simplement quelqu'un qui est né dans la colonie, qui parle français et qui est catholique. Un Américain, c'est quelqu'un qui parle anglais et qui est protestant. C'est aussi simple que ça. Non, le créole, il y a différents créoles qui se parlent dans les différentes colonies. Et ça dépend, pour la plupart, de quelles étaient les langues africaines parlées par les esclavisés qui clashent avec les dialectes de français sur le territoire. Donc, par exemple, le créole louisianais, linguistiquement, ressemble plus à l'école parlée en Guyane que le créole parlé à la Martinique. Donc, on a plus de facilité à parler en créole avec des Guyanais qu'avec des Martiniquais, ou encore moins avec des Haïtiens. Mais ça vient du Wolof, du Burkina? Non, de tout. Donc, je vous ai montré la plantation Laura, par exemple. Dans le premier inventaire d'esclaves, qui date de 1808, il y a
non seulement des créoles, des esclaves créoles, donc nés en Louisiane, mais il y a aussi 5 ethnies africaines, Kanga, Congo, Minan, Moko et Kessi. J'ai fait un peu le recensement. Il y avait non moins de 12 langues qui étaient parlées dans cette même habitation. Donc vous voyez que c'est un mélange de tout. Oui. Est-ce que vous pourriez nous redonner le nom des livres qui étaient apparus il y a une... Ah oui, oui, oui. C'est pas forcément des livres, c'est des sites web ou d'autres... Non, le livre Louisiana. Ah oui, 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 oui. Donc là, c'est vraiment au tout début. Ou d'autres livres qui seraient bien à lire. Donc, en français, il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. La plupart de ce qui est écrit sur la Louisiane maintenant, c'est écrit en anglais. J'en ai justement parlé avec Aurélie quand j'étais là en 2023 à Bordeaux pour une conférence. La plupart de chercheurs et de chercheuses francophones vont publier en anglais pour toucher un plus grand marché. Et en anglais, qu'est-ce qu'il y aurait à lire? En anglais, il y a beaucoup. Écrivez-moi un courrier, je peux vous mettre toute une liste de choses à lire. Parce que c'est long comme le bras. Voilà. Mais ça c'est en français, mais c'est avoir des histoires comme ça sur la Louisiane, en français, il y en a très très peu de contemporains. La Nouvelle-Orléans, c'est l'embouchure du Mississippi, donc c'est le sud de la Louisiane, et c'est la plus grande ville de la Louisiane, donc Baton Rouge avec le capital. Donc à l'époque, évidemment, toutes les villes se situaient sur les cours d'eau, donc sur le Mississippi, sur les bayous, parce que bon, c'était les rivières, les bayous qui étaient les chemins à l'époque, donc les routes. Oui. Tout à fait. Dans les villes principales de Louisiane? Exact. Donc, Baton Rouge, Nouvelle-Orléans, Lafayette et Shreveport sont les villes principales. Et Shreveport, c'est vraiment dans le nord. Oui? Là? Pardon, oui, bonjour. Alors, je voulais signaler pour les lecteurs et lectrices, j'ai lu récemment de Raphaël Confiant, auteur martiniquais bien connu, Marie-Héloïse, fille du roi. Vous savez qu'il y en a beaucoup qui sont partis de Nantes. Attends, Michel, je vais te donner il y a quelques années. Ah, pardon. Raphaël Confiant, donc écrivain martiniquais, qui a publié assez récemment un roman qui s'appelle Marie-Héloïse, fille du roi, donc de ces jeunes filles qu'on envoyait avec une dot du roi. En général, ça consistait en un coffre avec 2 coupons de tissu, des clous, une hache, enfin de quoi, et une casserole, de quoi survivre à l'arrivée quand on les mariait évidemment à des messieurs déjà partis avant. Elles n'étaient pas forcément toutes prostituées, elles étaient souvent orphelines, souvent un petit peu, pas abandonnées souvent par leur propre famille en France. Donc ça peut être un complément à la Louisiane de Julia Mali qui vient de sortir en poche, d'ailleurs je le signale aussi. Les Natchez, très intéressant, j'ai assisté à une conférence à Paris là-dessus assez récemment par l'auteur. Je voulais signaler toute votre dernière page, là, les éditions Tatamar, oui. Éditions francophones en Louisiane. J'ai assisté le 2 décembre l'an dernier, c'était à l'Académie française, on a remis à cet éditeur francophone de Louisiane un prix. Enfin, l'Académie française a remis un prix tout à fait solennellement aux éditions Tatamar, là, tout là-haut, pour cet effort justement de publier en français sur le territoire louisianais. Je pense également France Louisiane qui participe très activement au Codophile. L'été dernier, j'étais aussi moi au Congrès mondial acadien en Nouvelle-Écosse avec Warren Perrin qui a été l'un des dirigeants du Codophile et qui est avocat de profession et qui a plaidé devant la justice anglaise la cause des Acadiens en faisant reconnaître très solennellement par la reine Elisabeth II, qui a signé ça au Canada, le fait que le sort qui avait été réservé aux Acadiens à l'époque, enfin au XVIIIe siècle, s'apparentait à un génocide. C'est signé de la reine. Donc il faut retenir ce nom-là aussi, Warren Perrin.
Et puis, je crois que c'est à peu près tout, ce que je vais vous dire. Merci. Merci Michel. Ah, vous aviez demandé. Très bien. Je me souviens quand je suis allée aux États-Unis pour mon travail, j'ai été très frappée par le fait que la même maison d'édition produit 2 manuels d'histoire. Un manuel d'histoire qui laisse une place aux autochtones, aux populations esclavisées, aux minorités, et disons un autre récit qui est très mythologisé. Et ma question c'est, je suppose que dans les écoles d'immersion, ce sont des manuels en français. Quel est non, ce sont des manuels en américain. Donc, et c'est comme dans les écoles anglaises, ce sont les parents qui choisissent. Oui, donc pour répondre à la première question, oui. Aux États-Unis, l'éducation est décentralisée complètement. L'éducation, c'est une compétence étatique et non pas une compétence fédérale. Donc chaque État choisit ses manuels scolaires et dépendamment des tendances politiques de l'État, les manuels scolaires peuvent être très très différents. Donc dans les maisons d'édition scolaires, il y a des manuels pour les États bleus, donc libéraux, et des manuels pour les États rouges, donc conservateurs. La Louisiane est un État très conservateur, et vous pouvez regarder la carte électorale des dernières élections, et à part 2 ou 3 paroisses, c'est une mer rouge. Voilà. Depuis 2 ans, une loi a été adoptée comme quoi dans chaque salle de classe d'école publique, du primaire à l'université, doit être affiché les mots « In God we trust ». En Dieu, nous avons confiance. Donc, votre idée et concept de la laïcité n'existe aucunement aux États-Unis. C'est seulement maintenant. Pour la deuxième question, les manuels scolaires, ça a toujours été un problème depuis le début des écoles d'immersion parce que pour faire venir des écoles des livres de France ou du Canada, donc il y a frais de port qui sont très très élevés, les curriculums vont changer d'administration en administration. Donc tu as un gouverneur démocrate avec une administration démocrate, tu vas avoir des trucs un peu plus libéraux, ça change avec les administrations. Donc rien n'est cohérent en fait. Les profs d'immersion en immersion passent énormément de temps à traduire les textes. Est-ce que tu veux en dire un petit truc parce que tu l'as fait? Oui, absolument. Le temps est considérable à traduire les textes qui nous semblent justement respectueux de la réalité. Après, l'avantage, c'est que justement le professeur d'immersion a cette liberté du matériel dans lequel il peut aller piocher pour traduire. Ça, c'est vraiment un plus. Mais effectivement, l'accès en tout cas à un manuel déjà tout prêt en français était très, très compliqué. Est-ce que vous craignez qu'il y ait une césure entre le français qui est parlé en Acadie et en Louisiane et le français qui sera parlé dans le futur à cause justement de la réintroduction du français en Louisiane? Je m'explique. C'est un phénomène qu'on a vu en Acadie notamment, que le français en Acadie est devenu moins acadien avec le temps. Par exemple, auparavant, les Acadiens disaient plus « point » à place de « pas ». L'on ne mange point, ne pas, l'on ne mange pas. Puis aussi, des caractéristiques telles que le R roulé ont disparu, justement à cause qu'il y avait des enseignants du Québec, notamment qui enseignaient le français standard, le français canadien standard. Toutes ces richesses, toutes ces subtilités qui se sont perdues. Et notamment, pour un côté plus personnel, moi quand j'étais jeune, avant d'aller à l'école au Québec, je disais par exemple « il mangea ». Donc quelque chose qui est un peu commun dans le nord de la province du Nouveau-Brunswick, c'est prononcer le ENT
à la troisième personne du pluriel? Moi, je suis beaucoup moins, quel est le mot que je cherche, beaucoup moins prescriptiviste maintenant que j'étais il y a 20 ans. De un, il n'y a jamais eu un français standardisé en Guyane. Donc ça, c'est un premier problème. Parce qu'à la Nouvelle-Orléans, je peux vous montrer des vidéos de créole blanc de la Nouvelle-Orléans qui parlent comme moi. Je peux vous montrer des vidéos de gens dans le sud de la Barrière de la Fourche qui parlent, ça ressemble beaucoup à la baie Sainte-Marie par exemple, avec les J aspirés. Je peux vous montrer des des vidéos de gens qui parlent plutôt comme dans le nord du Nouveau-Brunswick, des gens qui parlent comme des Québécois. Donc c'était toute une diversité de Français. Donc si on... Il y a plusieurs réponses à cette question. Pour moi, tout français, c'est du bon français. À la limite où la personne soit confiante et confortable dans sa manière de parler et soit outillée à faire face à des gens qui vont critiquer sa manière de parler. C'est là où ça devient difficile. Hein. Parce que, je vous fais l'exemple, à la plantation, j'ai ma fille qui y travaille, j'ai d'autres collègues qui parlent un français beaucoup plus prononcé louisianais, qui vont parler avec les visiteurs et qui vont dire à la caisse, donc c'est 5 piastres. Ok ? La personne de France arrive presque tous les jours. Le français qui va dire les piastres, personne ne dit ça. Ah si, on vient de le dire. Et quand on est constamment face à ce genre de réplique, dans ce genre de situation, ça crée, vous n'avez peut-être pas le terme ici en France, mais l'insécurité linguistique. On en parle beaucoup au Canada. Parce que, chez les Québécois, chez les Acadiens, le Québécois va faire des remarques sur l'Acadien. Le Québécois va faire des remarques sur le franco-manitobain. Le Français va faire des remarques sur les Belges. D'accord ? Donc il y a toute une hiérarchie de la langue française où notre idée du standard, c'est le français parisien, je déteste ce terme. Et quand quelqu'un me dit le français parisien, je dis lequel, donc quel arrondissement, parce que il y a le 93, le 10 et le 7e, c'est pas la même chose. Parce que on a cette idée d'un français hyper élitiste, d'accord ? S'il existait des journaux en langue française en Louisiane à l'époque, c'est parce que les gens étaient instruits en français normatif et dans les maisons, parce qu'ils pouvaient changer de registre. Ils avaient une telle maîtrise de la langue qu'ils pouvaient aller devant le juge et aller dans les chambres et parler français, mais dans des registres différents. Mais tous ces différents contextes ont disparu. D'accord ? Imagine-toi une maison. Tu as une maison, tu as une salle de bain, tu as une chambre, tu as une cuisine, une salle à manger. Au fur et à mesure de la suppression du français en Louisiane, les différentes pièces de la maison ont disparu. Et il ne reste maintenant que le vocabulaire de la cuisine. Ok ? Et vous pouvez être devant des Louisianais qui étaient de langue maternelle française, qui depuis l'âge de 6 ans ont été assimilés en anglais. Ils ne savent pas parler de la politique en français. Ils ne savent pas parler de la météo en français. Ils ne savent pas parler, ils savent pas aller chez le médecin en français. Parce que tous ces contextes ont été remplacés par l'anglais. D'accord ? Et voilà que c'est la raison pour laquelle il y a eu évidemment une dégradation de la langue, une érosion de la langue, parce que le vocabulaire n'existe pas. Le langage contextuel n'existe pas. Et je suis tout à fait pour, et j'en ai parlé justement avec les autorités linguistiques, avec Barry Ancelet, avec Amanda Lafleur, avec tous ces gens-là qui sont vraiment les grands Manitou du français en Louisiane. Comment est-ce qu'on aborde cette question ? Parce qu'il n'y a pas de français, il y a très peu de Louisianais qui sont dans les écoles d'immersion. Très peu. Au dernier chiffre que j'ai pu regarder,
depuis 5 ans, les universités louisianaises ont sorti une seule personne diplômée pour enseigner le français comme langue étrangère. Depuis 5 ans. Donc personne ne veut enseigner. Les cours de français sont pas intéressants. Et voilà que il n'y a pas les écosystèmes pour soutenir. D'accord ? Et donc, si on va vraiment... On a de tout, en fait, pour créer un curriculum louisianais et louisianisant. Ça existe. On a des enregistrements, et un dictionnaire du français louisianais, il y a des archives audio, archives vidéo de toute la Louisiane. Et des gens qui parlent français, un français très normatif, des gens qui parlent, tu vas à la campagne, ça va parler comme ça, tu vois. On a de tout, mais ça prend une volonté politique, et ça prend des sous. Et comment est-ce que, justement, je me sers comme exemple du truc que je vous ai montré sur Compère Lapin, le lièvre. Dans le département d'éducation, il n'y a pas de francophones qui connaissent assez bien l'histoire de la Louisiane, et il n'y a pas de linguistes qui travaillent dessus dans les universités pour créer du contenu louisianisant. Okay? Pour parler de néologisme, louisianisant, donc francophonisant, pour les classes. Et c'est très difficile. Et si on fait cela, on a un prof belge devant un enfant en Louisiane qui n'est pas forcément de l'héritage francophone ou créolophone, parce que dans les écoles d'immersion, t'as de tout. Et comment ce prof belge, devant cet enfant asiatique, hispanique, afrodescendant, qui n'a aucun héritage francophone, va trouver un moyen de donner une identité franco-louisianaise, parce que ça aussi c'est un terme qui revient, on se disait franco-louisianais au XIXe siècle. Franco-louisianais de la même manière qu'on dit franco-manitobain ou franco-albertain ailleurs, au Canada. Donc ces termes existaient, et comment aussi outiller à l'intérieur de ce curriculum le jeune pour faire face justement aux préjudices qui viennent avec un français très vernaculaire et très local. Donc c'est toute une question, je ne suis pas contre, mais le fait que moi je puisse être devant vous et vous parler dans un français assez normatif, et que je puisse aussi aller dans les chantanes, mon cas parler créole acquis sans problème, c'est parce que je maîtrise le français normatif. D'accord ? Parce que ça me permet d'aller dans tous les autres endroits et dans tous les autres accents avec tout l'autre vocabulaire. Et si j'avais pas un français, une bonne maîtrise du français, je pouvais pas faire ça. Donc c'est ça l'intérêt du français international. C'est de pouvoir naviguer dans tous les différents espaces. Et admettons que le français a toujours évolué. Moi, je déteste le terme « préserver le français en Louisiane ». Donc, préserver, tu le mets dans un bocal, tu passes devant de temps en temps dans un musée pour regarder. Donc, ça ne se développe pas. Mes enfants ne parlent pas le même anglais que mes grands-parents. Il y a eu des moments où ma grand-mère disait un truc, mes enfants disaient un truc, il fallait que je fasse interprète entre les deux, en anglais même. Donc, tu vois, donc ça évolue toujours. Donc, je suis pour le maintien des vernaculaires, mais que ces vernaculaires soient aussi accessibles et que les personnes qui les parlent soient respectées et que ces personnes-là sachent se faire respecter dans leur langue